Bonjour à vous, mes hockey fans, et bienvenue pour un autre aperçu de la LNH pour la saison 2024-2025. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au Wild du Minnesota. Une saison décevante, encore une fois, pour le Wild du Minnesota. Je dis encore une fois parce que c'est une organisation, ben déjà, on a manqué ici pour la première fois depuis, je sais pas, 5-6 saisons, quelque chose de même. Mais c'est une organisation qui, généralement, même en série, ça n'allait jamais vraiment bien. On a toujours pas mal eu de la difficulté. D'ailleurs, si jamais vous remarquez que je mets mon fil en arrière, là, vous avez peut-être remarqué dans mes autres vidéos qu'on entend très souvent mon fil qui fait toc 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 toc. Fait que j'essaye des affaires pour qu'il arrête de faire ce bruit-là fatigant. J'espère que ça va marcher dans cette vidéo-là. On va voir le résultat très prochainement. Alors bref, on continue. Le Wild du Minnesota. Donc le Wild du Minnesota, ça a été une saison qui a été une saison un peu en deux temps, je vous dirais. Donc la première, le début de la saison a été plutôt pénible. C'est après une série de défaites, de 7 défaites, le 27 novembre. Donc, c'est après une série de 7 défaites le 27 novembre qu'on a renvoyé l'entraîneur-chef Dean Everson. Alors, Everson avait pas réussi à rallier son équipe, ou peut-être, je sais pas, on n'avait pas sorti de notre saison morte encore, j'ai aucune idée. Mais ça marchait vraiment pas bien en début de saison. Et c'est là qu'on a embauché John Hines. Et John Hines, lui, a pris l'organisation puis il a réussi à la stabiliser. C'est sûr que ça a fait comme une espèce d'électrochoc quand il est arrivé. Il y a eu un enfant comme 3 ou 4 victoires d'affilée, mais ça, c'est souvent, c'est pas tout le temps, mais c'est souvent le cas quand on a un nouvel entraîneur. Mais l'équipe s'est quand même stabilisée au niveau de ses performances, ce qui fait qu'on a passé relativement proche quand même de faire les séries éliminatoires. Mais malheureusement, on a manqué les séries éliminatoires cette année. Alors, c'est ça, du côté du Wild, selon les dires même du directeur général Bill Guérin, ben, on doit se trouver une identité, c'est ça qui va être important. Fait que c'est une organisation qui a quand même plusieurs éléments intéressants au niveau de la production offensive, mais il en reste pas moins que il faut qu'on se trouve une identité qui est plus que juste offensive. Et c'est là où on a fait des acquisitions assez intéressantes du côté du Wild pendant la saison morte, Luco et Trenin. Alors pour vous donner un exemple ici, là, dans le cas de Trenin, c'était pour lui un sommet en carrière la saison dernière pour les mises en échec avec 207 mises en échec pour ce qui est de Yakov Trenin. Fait qu'on veut une identité de gros bonhomme qui frappe pour la quatrième ligne, puis on veut que cette identité-là de travailleur ait une répercussion sur tout le reste de l'organisation. Fait que selon Bill Guérin, ben c'est ça qu'on a essayé de construire avec nos quelques changements, parce qu'il y a très peu de changements qui ont été faits dans l'organisation. Avec nos quelques changements, ce qu'on veut, c'est créer une identité sur la quatrième ligne. Puis, ben, Heinz a juste mentionné la même chose. Fait que finalement, le meeting a été fait, puis ça a rapporté. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut une identité de gros bonhommes qui font mal, puis qui sont capables de patiner rapidement sur notre quatrième ligne. Dans le cas de Gaudreau, on le connaissait déjà très bien du côté du Minnesota. Fait que c'est ça, on a fait ces quelques ajouts-là, mais très très peu d'ajouts qu'on a fait du côté du Minnesota. On intègre des jeunes dans notre alignement graduellement. On pense entre autres à Matt Boldy, qui a connu une bonne saison, 79 points en 75 matchs. Sinon, Marco Rossi aussi, 40 points en 82 matchs, pas mauvais. Mais on peut pas parler du Wild sans parler de Brock Faber. Brock Faber, un défenseur électrisant, un gars de la place en plus du Minnesota. C'est un gars qui est un peu extraverti. J'aime bien son style vestimentaire d'ailleurs à Brock Faber. Il me rappelle un peu Clark Kent avec ses grosses lunettes. Mais c'est ça, c'est un joueur qui est un joueur émotif, très dynamique, explosif. C'est un défenseur qui a quand même 47 points à son année recrue. C'est non négligeable. Il a terminé deuxième au compteur pour le trophée Calder. Battre Connor Bedard, c'était pas évident. Il a pas réussi à le faire. Mais, il était quand même deuxième pour ce qui est des votes pour le trophée Calder. Fait que, Brock Faber, exceptionnelle première saison. Puis comme je dis, c'est un gars de la place. Puis c'est un gars qui est apprécié par les gens parce que c'est un gars qui est quand même assez extraverti. Puis il a un style. Il a un style enjoué. Fait que, bref, on l'aime beaucoup du côté du Minnesota, puis il est proche des fans. Alors, on revient avec notre directeur général Bill Guérin. Parce que Bill Guérin, il serait temps qu'on passe la première ronde, là, parce que
Le Wild, là, c'est sous Bill Guérin, c'est une histoire d'équipe qui domine en saison régulière puis qui se plante en série. Puis là, l'année passée, on n'a même pas fait les séries. Fait que ce serait temps qu'on passe la première ronde. C'est probablement pour ça qu'on a voulu rajouter du caractère dans l'organisation. On revient avec l'entraîneur John Hines. Dans son cas, lui, il avait pris les rênes de l'organisation en cours de saison la saison dernière. On a terminé 20e au niveau de la Ligue et 10e au niveau de la conférence de l'Ouest. Évidemment, on n'a pas participé aux séries éliminatoires. On a un total de 39 victoires, 34 défaites et 9 défaites en prolongation pour 87 points, ce qui est plus qu'ordinaire pour ce qui est du Wild. Une moyenne de but marquée de 3.02 pour le 21e rang dans la Ligue. Donc ça fait mal, ça fait mal. On a vraiment Kirill Kaprizov qui est genre sur une autre planète tellement qu'il domine. Mais après ça, on fait une méchante drop. On passe de Kaprizov 96 points à Matt Boldy 69. Fait que c'est ça. Pouf! Fait que la production offensive est vraiment à améliorer du côté du Minnesota. Une moyenne de but encaissé de 3.17 pour le 20e rang dans la Ligue nationale. Pas vargeux ça non plus. Un avantage numérique à 22,7, ça c'est pas mauvais quand même, 10e dans la ligue. Un désavantage à 74,5% d'efficacité pour le 30e rang dans la LNH, c'est déplorable pour le Wild du Minnesota. Puis d'ailleurs, au niveau du désavantage numérique, là, on a fait un méchant drop là, du côté du Wild du Minnesota. On était passé de. Je me l'ai-tu écrit? Non, je me l'ai pas écrit. Oui, je me l'ai écrit ici. Donc, on est passé du 10e rang en désavantage numérique en 2022-23 au 30e rang en 2023-24. Fait que, vraiment, là, on est une équipe moyenne offensivement et pas forte du tout, là, faible défensivement du côté du Minnesota. Fait qu'on a beaucoup de travail. On a beaucoup de travail à faire du côté du Wild du Minnesota. Le meilleur buteur aurait été Kirill Kaprizov avec rien de moins que 46 buts. Encore là, une saison exceptionnelle pour un joueur tellement dynamique. C'est mon petit requin, c'est le gars qui tourne, puis qui tourne, puis qui tourne dans son offensive. C'est un joueur qui est le fun à avoir joué. C'est un joueur qui est très porté vers l'attaque. Très porté vers l'attaque. C'est la raison pour laquelle j'hésitais un peu. Moi, j'aimais bien le voir avec Joel Eriksson Ek parce que c'est un gars qui est très responsable, Eriksson Ek. Mais on va essayer de séparer les lignes avec les vétérans et les jeunes pour avoir peut-être un petit peu plus de leadership ou un petit peu plus de responsabilité. Par la suite, le meilleur pointeur aura été Kirill Kaprizov avec 96 points, près de 100 points pour ce qui est de Kirill Kaprizov. Et le meilleur défenseur aura été Brock Faber, lui, en 82 matchs, il a 47 points et moins 1 en termes de différentiel plus-moins. Il faut quand même mentionner que le capitaine Jared Spurgeon a été limité à 16 matchs, je crois. Il a été blessé. Puis il a manqué pratiquement toute la saison pour ce qui est de Spurgeon. D'ailleurs, selon les dires de Bill Guérin, il devrait être de retour pour la saison cette année, le capitaine. Et ça va aider assurément le Wild. Il n'y a pas de doute là-dessus. Les trois espoirs maintenant qui seraient à surveiller, ben écoute, c'est sûr que pour ce qui est de Jasper Wallstedt, c'est un gardien de but de 21 ans. C'est un des gardiens de but qui est listé comme étant dans les plus hauts potentiels des espoirs à cette position-là dans toute la ligue. Alors, pour vous dire, là, on le met à peu près dans la même classe que Askarov, que Wolf du côté de Calgary. Il fait partie des hautes classes en termes d'espoir gardien de but. Pour vous donner une idée, dans la Ligue américaine la saison dernière, 45 matchs, 2,70 de moyenne et 910 d'efficacité, c'est quand même très bon. Au niveau international, il a joué un seul match, une moyenne de but accordée de 1 et 970, je pense, d'efficacité. Okay, il a très bien fait au niveau international. Ben, un match, vous me direz-vous. Mais ça a bien été le match que joué. Alors, c'est un gardien de but qui est un gardien de but à gros gabarit. Là, on parle 6 pieds 3, 214 livres. On dit de lui qu'il est fort physiquement, qu'il a un patin très fluide. C'est un joueur qui est capable de vraiment très bien suivre la rondelle. Et ça, même s'il a la vue obstruée. Puis on dit aussi que pour un gardien, il peut être agressif au besoin, mais qui est capable de bien gager le moment d'être agressif dans sa cage et le moment d'être patient. Alors, c'est un gardien de but qui démontre de très très belles qualités pour devenir un gardien de but partant dans la Ligue nationale. Puis avec Marc-André Fleury qui arrive à 40 ans, là, 39 ans, je pense que graduellement, on va lui laisser un peu d'espace pour Jesper Wallstedt. Par la suite, on va y aller avec Morat Kouznetsdinov. Alors, Kouznetsdinov, 22 ans, il peut jouer à l'aile gauche comme au centre. Petit joueur, 5 pieds 9 pour sa part, 165 livres, pas tellement grand, pas tellement gros.
Il a joué une bonne partie de la saison l'année passée au niveau de la KHL. Il a joué pour deux clubs dans la KHL, mais majoritairement il a joué pour Sochi. C'est 55 matchs, 6 buts, 14 passes pour 20 points. On connaît la réalité des jeunes dans la KHL. On leur donne pas beaucoup de temps de glace et pas beaucoup de responsabilités. Fait que pour un gars qui avait 21 ans, c'est quand même pas si mal d'avoir 20 points en 55 matchs là, au niveau de la KHL. Il a joué un petit peu au niveau de la Ligue nationale. En 16 matchs, il a un but, 3 passes pour 4 points. C'est un gars qu'on dit être très responsable dans son jeu. Two-way player, donc un joueur qui est bon dans les deux sens de la patinoire ou bien bon sur les 200 pieds. C'est un excellent patineur également avec une bonne lecture de jeu. Alors c'est un gars qu'on pourrait voir dès cette année au niveau de la formation. D'ailleurs, moi je l'ai mis sur ma troisième ligne. Fait que je pense que. Puis sur la troisième ligne, il fit parce que c'est un joueur qui est responsable défensivement. Fait que c'est dans son style de rôle qu'il pourrait jouer. Il ressemble un peu à Joel Eriksson. Donc, who knows? Ça serait bien qu'il se développe comme Eriksson Ek. Ça serait cool. Et par la suite, on va y aller en termes de troisième espoir avec Liam Ogran. Lui, il a 20 ans, un ailier gauche qui a joué au niveau de la Ligue d'élite de Suède la saison dernière. En 26 matchs, il a 12 buts, 12 buts, 7 passes pour 19 points. Il a joué un peu au niveau de la Ligue nationale. En 4 matchs, il a 2 points, un but, une passe. Pour ce qui est de Ogran, lui, c'est un joueur qu'on dit qui a un très bon hockey sense, qu'il est impliqué physiquement et qu'il est capable de faire de bonnes passes. Alors, c'est un joueur qu'on pourrait peut-être voir dans la Ligue nationale ou sinon dans la Ligue américaine dès cette année. Alors, on va y aller maintenant avec mon alignement. C'est un alignement proposé. Donc, évidemment, au moment de filmer cette vidéo-là, les camps d'entraînement sont toujours pas commencés. Il y a peut-être des transactions qui ont été faites depuis. Il y a peut-être des gars qui se sont démarqués. Je ne sais pas, mais dans le moment présent, c'est ce que je propose comme alignement. Évidemment, j'ai essayé aussi de respecter les alignements qu'il y avait eu dans la dernière saison. Essayer de garder les gars qui sont habitués de jouer ensemble. Et puis là, ben, j'étais tenté de mettre Joel Eriksson Ek avec Kaprizov puis Zuccarello parce que c'est deux gars qui aiment beaucoup se porter à l'attaque, alors que Eriksson Ek, lui, est très responsable. Tandis que là, de mettre Marco Rossi avec eux, qui est un joueur de centre, qui est un joueur de centre très offensif. Là. Fait que c'est un jeune joueur de centre là, qui est âgé de 21 ans, si je ne fais pas erreur, dans le cas de Marco Rossi. 22 ans pour ce qui est de Marco Rossi. C'est un gars qui est très porté vers l'attaque. Fait que ça, j'avoue que j'étais tenté un petit peu, mais finalement, j'ai décidé d'y aller avec les lignes qu'on connaissait. Donc, Kaprizov est habitué de jouer avec Zuccarello. Marcus Johansson est habitué de jouer avec Eriksson Ek. Puis, Matt Boldy aussi. Donc, c'est ça. J'ai essayé de garder des gars qui étaient habitués de jouer ensemble. Il n'y a pas eu beaucoup de changements dans l'équipe. Fait qu'on va pas essayer de tout chambouler ce qui a déjà été fait par la saison dernière. Alors, Kirill Kaprizov est assurément notre premier allié gauche. En 75 matchs, il a 96 points, près de 100 points pour ce qui est de Kirill Kaprizov et près de 50 buts. Marco Rossi, le jeune joueur de centre de 22 ans, 40 points, 82 matchs. Il y a une progression, c'est ça qui est intéressant pour ce qui est de Rossi. Tranquillement mais sûrement, il s'améliore, il s'améliore. On a bon espoir que ce soit un joueur de centre à caractère offensif du côté du Minnesota. Et par la suite, à la droite, on va y aller avec Zuccarello, donc le vétéran a quand même, le vétéran de 31 ou 32 ans, je ne me rappelle plus, 63 points en 69 matchs pour ce qui est de Matt Zuccarello la saison dernière. Mais comme je vous dis, ils ont joué pas mal ensemble, Kaprizov et Zuccarello, fait qu'on va les garder ensemble. Par la suite, en termes de deuxième ligne, j'ai été avec Marcus Johansson, lui c'est 30 points en 78 matchs la saison dernière qu'on fait jouer avec Joel Eriksson Ek, qui est 64 points en 77 matchs. C'est fou de se dire que le gars il est responsable défensivement, puis il fait 64 points en 77 matchs. C'est quand même très bon. Là. Il est qu'on fait jouer avec le jeune Matt Boldy, 69 points, 75 matchs. Fait que c'est ça que moi je trouvais intéressant, c'est de mélanger les jeunes avec des vétérans. Parce que dans le cas ici là, de Marco Rossi, on a 22 ans et on joue avec Kaprizov, 27 ans, et Zuccarello, qui me semble dans la trentaine, je me rappelle bien. Par la suite, sur ma deuxième ligne, j'y vais avec Matt Boldy, qui a 23 ans, mais que je fais jouer avec Eriksson Ek, qui a 27 ans, et Johansson, qui a 33 ans. Fait qu'on encadre nos jeunes. Puis on va faire la même chose au niveau de la troisième ligne, puisqu'on va y aller avec le vétéran Foligno. Lui, il a 33 ans. Donc, 22 points en 55 matchs pour Foligno, qu'on fait jouer avec notre nouveau venu, Marat Kusnatdinov. 16 matchs la saison dernière dans la LNH, 4 points. Et Ryan Hartman, 45 points en 74 matchs la saison dernière. Fait que Hartman a 29 ans, puis Foligno 32 ans pour jouer avec un jeune de 22 ans. Fait qu'on comprend un peu la logique. Là. J'ai essayé de respecter les lignes, mais aussi de mettre des jeunes avec des vétérans.
Puis ben, en termes de quatrième ligne, c'est tous des vétérans, tout simplement. Donc on a Trenin qu'on a acquis pendant la saison morte, 17 points en 76 matchs du côté de Nashville et du Colorado la saison dernière. Un joueur très impliqué physiquement, bon gabarit et impliqué physiquement. Frédéric Gaudreau, 15 points en 67 matchs, même chose, c'est un joueur qui est impliqué physiquement. C'est un gars qui peut faire mal et qui est capable de patiner. Et Loco, 10 points en 60 matchs du côté de Boston la saison dernière. Même principe. C'est ça l'identité que Bill Guérin veut avoir sur sa quatrième ligne. Des gars qui sont forts, qui font mal, puis qui sont capables de patiner. Et on ferme le tout avec Holmgren. Holmgren qui, lui, a évolué majoritairement au niveau de la Ligue de Suède d'élite. Excusez. Ah, Seigneur, excusez-moi. Ah. Alors, Holmgren, lui, qui a évolué du côté de la Ligue d'élite de Suède, 19 points en 26 matchs au niveau de la Ligue de Suède, c'est quand même très bien là, pour un jeune joueur de 20 ans. Par la suite, au niveau des défenseurs, eh bien, on va y aller sur la première paire. Là, j'ai vraiment, mais vraiment pas réinventé la roue. Là, j'y étais avec les gars qui sont habitués de jouer ensemble. Middleton puis Spurgeon, c'est sûr que c'est en début de saison qu'ils ont joué ensemble. Ce qui fait que par la suite, les pairings ont été changés un petit peu, mais quand même, ils se connaissent déjà. Dans le cas de Middleton, on parle quand même d'un joueur de 28 ans. Donc, c'est un gars d'expérience. Fait que j'ai gardé ce qui était post-blessure de Spurgeon. Cette logique-là. Alors, Broden, qui va être sur ma première paire, 27 points en 62 matchs la saison dernière, un défenseur d'expérience, 31 ans pour ce qui est de Broden, que je fais jouer avec mon jeune Brock Faber, lui qui a été, comme je disais, terminé deuxième pour la course au trophée de recrue de l'année avec 47 points en 82 matchs à l'âge de 20 ans. Cette année, il a 21 ans. Alors, un gars qui est un gars qui est plus responsable avec un gars qui se porte à l'attaque. Puis c'est comme je vous dis, c'est un gars qui est dynamique, Faber, là, fait que c'est important qu'il y ait quelqu'un de très responsable en arrière de lui. En termes de deuxième pairing, ben là, j'y vais avec Middleton. Lui, c'est 28 ans, 30 points, excusez-moi, 25 points en 80 matchs pour ce qui est de Middleton. Dans le cas de Middleton, il y a presque, je dis bien juste presque, là, presque doublé là, sa production de la dernière année, ce qui avait été, si je ne me trompe pas, sa meilleure saison en carrière. Il y avait une quinzaine de points, genre l'année d'avant. Fait que 25 points, là, ça l'a très bien été pour Middleton. Et d'ailleurs, autant Middleton, ben Faber, lui, a vraiment pogné le jackpot. Là. Il y a eu une méchante prolongation de contrat de genre de 8 ans. Mais Middleton a eu une prolongation de contrat aussi. Là, fait qu'il y a eu le vote de confiance de la direction. Donc, on revient avec Middleton, que je fais jouer avec le capitaine Jared Spurgeon. Lui, c'est 5 points en 16 matchs la saison dernière. Donc, il a manqué presque toute la saison à cause d'une blessure. C'est un défenseur mobile et responsable. Pas nécessairement le défenseur le plus porté vers l'attaque, mais il est très responsable dans son jeu, par contre. Et en termes de troisième pairing, on y va avec Chislom. Lui, c'est 9 points en 31 matchs qu'on fait jouer avec Zach Bogosian, 14 points en 65 matchs. C'est des défenseurs d'expérience. Bogosian a 34 ans. Chislom un peu moins, il a 24 ans. Puis sinon, John Merrill ici, qui est mon scratch. Qu'on a vu un petit peu. Il avait joué avec moi, je pense que oui. En tout cas, un défenseur de profondeur. C'est pas un défenseur qui va chambouler le tout. Par la suite, au niveau des gardiens de but, ben là, il a été avec un tandem la saison dernière au niveau des gardiens de but du côté du Minnesota. Fait que Gustafsson, 45 matchs la saison dernière avec le Wild, c'est 3,06 de moyenne, 899 d'efficacité. Dans le cas de Marc-André Fleury, pas tuable, 39 ans, Marc-André Fleury, quand même, un plus que vétéran. 40 matchs la saison dernière. C'est quand même pas mauvais, là, 40 matchs. 2,98 de moyenne, 895 d'efficacité. Mais ça a été compliqué défensivement, le Wild, la saison passée. Fait que j'en veux pas aux gardiens. Puis c'est pas 100% de leur faute non plus. Donc, on revient avec ce tandem-là. Et on espère que Jesper Wested va peut-être challenger un peu le tandem. Je souhaite pas de blessure à personne, je précise, là, mais qui va peut-être forcer un peu la note puis donner une chance au niveau de la Ligue nationale. Dans le cas de Wested, c'est 3 matchs la saison dernière, 3.01, 897 d'efficacité. Je veux pas non plus qu'on rush les choses du côté du Wild du Minnesota pour la simple et bonne raison que on avait vu avec Devin Levi l'année passée du côté de Buffalo, on a vraiment essayé d'y aller avec lui. Puis malheureusement, il était pas prêt. Puis faut pas détruire la confiance des jeunes, faut pas trop les pousser non plus à performer. Alors, pour ce qui est du Wild du Minnesota, très peu de changements. On a essayé de rajouter un peu de caractère dans cette équipe-là, un peu de présence physique, mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Puis, c'est une équipe qui s'est stabilisée avec John Hines. Donc, je pense que c'est une équipe qui va courir pour une place en série, mais leur place est très loin d'être assurée. Tant aussi longtemps qu'ils ne seront pas capables d'augmenter leur production générale, offensive, et ma foi, le jeu défensif total. Parce que
méchante dégringolade du côté du Minnesota au niveau du jeu défensif. Alors, d'après vous, est-ce que le Wild du Minnesota, on est capable de retourner en séries éliminatoires? Est-ce que d'après vous, on ne s'est pas vraiment amélioré et qu'on s'en va pas dans le bon sens du côté du Minnesota? Eh bien, faites-le moi savoir au travers des commentaires. Je vous dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oublie pas, on s'abonne et on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres aperçus pour ce qui est de la saison 2024-2025 qui s'en viennent très prochainement. Alors sur ce, je vous dis merci beaucoup et on se revoit bientôt. Bye bye.